On continue notre série d'orateurs pour cette première sous-table ronde. Je vais passer la parole à Marie Peset. Vous êtes l'initiatrice de la première consultation souffrance et travail au centre d'accueil aux soins hospitaliers de Nanterre, 97. Oui. Ça a fait ses petits, visiblement, puisque c'est un réseau de 120 lieux de consultation, mais au-delà de la mise en place de ce réseau pluridisciplinaire souffrance et travail, vous allez nous parler de sa construction et de son utilité territoriale. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, le travail était le territoire dans lequel je ne pouvais qu'entrer plus tard comme mes parents. J'allais gagner ma vie. La question ne se posait même pas, et à l'époque, on n'écrivait pas des livres pour démontrer la centralité du travail. En 1975, première psychologue dans un service de chirurgie de la main, il m'apparaissait tout aussi évident que perdre sa main dans un accident était dramatique pour les ouvriers qui arrivaient aux urgences. Mais heureusement, les mains de l'équipe chirurgicale étaient là pour réparer, greffer, suturer ces mains détruites. L'organisation du travail, je ne savais pas du tout ce que c'était, et les dégâts ne concernaient que le corps physique. De temps en temps, un employeur accompagnait son salarié blessé, soucieux de la gravité des lésions. De temps en temps, un autre employeur, au lit du patient à peine réveillé, lui faisait signer un papier en blanc qui allait attester qu'il construisait une bibliothèque personnelle avec la scie circulaire de l'entreprise. Mais les deux cas de figure étaient tout à fait anecdotiques et alimentaient plutôt nos pauses café. Car à l'époque, souvenez-vous, si le travailleur ne guérissait pas, c'était qu'il cherchait des bénéfices secondaires. Moi, je sortais mon tiroir psychanalytique ou psychosomatique. Tout était si clair, tout avait une explication. Ceux qui étaient en arrêt, c'est qu'ils s'étaient enfoncés dans la sinistrose, ou bien qu'ils truandaient la sécurité sociale. Je caricature à peine, hein, vous savez, nos positions scientifiques étaient terriblement moralisatrices, donc peu scientifiques. C'était des perceptions communes forgées par nos a priori et nos stéréotypes. Mais c'était le plein emploi, et si on ne travaillait pas, c'est qu'on était paresseux, névrosé ou revendicateur. Chacun d'entre nous a sa représentation du monde, une vision qui s'appuie sur des filtres humains, donc éminemment subjectifs, même lorsque nous les pensons scientifiques et rationnels. Des filtres qui sont d'abord nos œillères neurophysiologiques, ceux de la culture dans laquelle nous baignons, de notre histoire infantile, et puis des choix idéologiques et éthiques. En tout cas, de ces filtres, nous puisons la carte de notre monde. Et quelquefois, nous entretenons l'illusion que notre carte du monde est la bonne carte, qu'elle rend compte de toute la réalité, que notre carte couvre tout le territoire. Et ma carte de psychanalyste, de psychosomaticienne à l'époque, était ma vérité. Mais voilà, la carte n'est pas le territoire. Je travaillais dans les Hauts-de-Seine, le département le plus riche de France, des cadres du quartier de la Défense jusqu'aux caissières de supermarchés. Toutes les catégories socio-professionnelles sont représentées. Et dès 1995, malades de leur travail, les voilà qui déboulent tous dans ma consultation, qui ne s'appelle pas encore souffrance et travail. Et les récits sont les mêmes dans la bouche des cadres de la Défense, dans la bouche des accidentés du travail, des ouvrières atteintes de TMS. Mais que se passe-t-il sur ce territoire que ma carte n'explique plus ? Et on m'adresse ces patients pour savoir ce qui, dans leur histoire personnelle, les empêche de guérir. Mais comment vais-je dire à l'ouvrière qui visse 27 bouchons par minute que son nœud dit pillé pour quelque chose ? Comment vais-je dire au harcelé qui s'effondre à son poste de l'air entendu du psy qui pense que quand même c'est pas normal de se faire humilier aussi longtemps ? Mais pourquoi n'êtes-vous pas parti plus tôt ? Alors que démissionner fait perdre ses droits sociaux. Bien évidemment, vous vous en doutez, à l'époque, personne dans ma communauté ne partage mon avis. Mais enfin, Marie, tous ces patients harcelés que vous nous envoyez, me disent mes correspondants psychiatres, ce sont des petits paranoïaques. Des salariés fragiles, répondent les employeurs, formatés à trancher entre forts et faibles. Alors, pour prendre en charge ces patients en danger, il faut bâtir très vite un nouveau réseau, différent de celui que j'avais déjà bâti autour de la douleur chronique avec François Bourreau pour les blessés du membre supérieur. Et donc avec le docteur Nicolas Sandré qui est à Créteil et le docteur Marie-Christine Soula qui est à Garches, nous créons l'embryon du premier réseau de consultation, parcours solitaire.
parce que personne dans la communauté scientifique ne partage notre point de vue, chacun a sa carte et s'y accroche mordicus. Alors je crée un groupe de réflexion avec les représentants de toutes ces disciplines nécessaires à la compréhension de ce qui se passe dans le monde du travail. Médecins, avocats, magistrats, MIRTMO, inspecteurs du travail, ergonomes, psychologues y participent. Et c'est dans ce groupe informel que nous créons la liste des techniques de management pathogène, l'entretien spécifique à utiliser, les tableaux cliniques, la coopération médico-administrative et médico-juridique. Et parce qu'on ne nous croit pas et que nous pressentons de plus graves violences à venir, il faut montrer. Et donc, nous ouvrons la consultation aux documentaristes. Ils ne m'auraient pas tous, mais tous été frappés, de Sophie Bruno, J'ai très mal au travail, de Jean-Michel Carré, La mise à mort du travail, de Jean-Robert Vialet et Alice Audio. Et les événements vont tragiquement donner raison à notre intuition de sentinelle de territoire. Mais souvenez-vous, il faudra attendre un nombre de suicides incroyables et de cadres pour que l'on voit enfin se multiplier les unes de journaux se réunir des commissions parlementaires ici même. J'assiste à des bras de fer théoriques entre chercheurs, harceleurs pervers, bons et mauvais stress, organisation du travail pathogène, des bras de fer commerciaux, parce que la souffrance au travail est un marché juteux, enfin pour certains. De savants calculs statistiques, c'est un chiffre normal de suicide. Nous pouvons toujours décider que ce qui vient ébranler notre vision du monde, notre carte, n'est pas vrai. Que ce qui remonte, désolée, du territoire n'existe pas. Il est tellement tentant pour chacun d'entre nous de continuer à penser que seul le salarié fragile ne se débrouille pas, ne tient pas, que le travail n'y est pour rien, d'opposer aux plaintes des questionnaires quantitatifs, de mettre en place des lignes vertes, rouges, bleues, du coaching, bientôt des tests génétiques, des mesures du taux de cortisol de chaque salarié le matin quand il arrive. Et pendant ce temps-là, le nombre des consultations ne cesse de s'accroître. En 2017, nous sommes à 120 sites. Le premier certificat de spécialisation en psychopathologie du travail a été créé au CNAM en 2008 pour former des cliniciens pointus. Le site Souffrance et Travail, lui, a été créé en 2010 pour les mettre en visibilité, car ni le ministère de la Santé, ni celui du Travail n'accepteront d'héberger le lien vers ces consultations pour faciliter l'accès aux soins des salariés qui souffrent, oubliant au passage qu'Internet est un nouveau territoire qui va court-circuiter la démission symbolique des institutions et l'aveuglement des cartes officielles. Et ce maillage du territoire est notre force. Il assure une prise en charge extrêmement réactive des patients, la mise en place de pratiques de coopération de terrain très fortes que j'ai déjà décrites. Mais voilà, nous sommes en 2016. Les 3/4 du capital des entreprises cotées dans le monde sont devenus la propriété de fonds d'investissement et de fonds de pension. Et donc, on ne déduit plus les objectifs de dividendes à répartir du travail accompli. On accomplit le travail nécessaire pour atteindre ces dividendes. Et donc, le travail réel a été transformé en données comptables et chiffrées. Et c'est plutôt la bureaucratie managériale qui impose ces outils. Les données sont devenues universelles, les organisations matricielles, chez nous à l'hôpital, c'est la tarification à l'acte. Les patients traités par le chirurgien sont un nombre d'actes, le temps passé par acte, la performance de l'opérateur par rapport au chirurgien d'en face. Le travail du chercheur devient le nombre d'articles écrits par an. Mais l'hôpital tient, les entreprises tiennent, les ateliers, les magasins, les bureaux tiennent parce que des femmes et des hommes y travaillent, rusent avec les normes, les procédures, les décrets, pour que le travail ait encore de l'allure et de l'honneur, pour qu'il soit encore ce travail humain dont on parle depuis ce matin, dont il puisse être fier. Pendant ce temps-là, la carte numérique financiarisée dresse un tableau du monde qui, je le crains, n'est plus qu'un immense tableau de bord et de reporting instantané à la nanoseconde. Et l'organisation du travail subi par nos patients l'est par nous aussi. Il nous faut continuer avec énergie, endurance et obstination et exercer de drôles de métiers, tisseurs de liens, passeurs de bureaucratie, tricoteurs de territoire, pompiers sociaux, car si ces nouvelles organisations du travail font souffrir nos patients, elles nous compliquent la vie, vous vous en doutez.
Pour autant, 80% de nos patients retrouvent du travail et deviennent des citoyens plus aguerris. Tous emportent cette conviction que c'est leur travail réel qui fait tenir le monde et que derrière le bruit des machines, il y a le silence des hommes, mais aussi le bruit feutré des mains qui règlent, ajustent, conçoivent, inventent le travail. Alors ce territoire qui convulse, et si j'écris toujours, c'est parce que c'est pas de chance, chaque fois que je suis devant un public, ce qui remonte, c'est la souffrance des gens que nous recevons. Et que nous devons, nous, cliniciens, tenir pendant qu'on les reçoit. Ce qui n'est pas une mince affaire. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de 2 projets. La Maison du Travail, qui fait partie du réseau, vient de lancer le premier GIH, ce groupement d'intérêt humain, qui s'appelle 23 millions de salariés, et à quel il serait bien que vous adhériez, qui va, je l'espère, pouvoir mettre sur le terrain des formations pour les salariés de base, et 2 chefs d'entreprise, dont un est là aujourd'hui, Pascal Bondu, se battent depuis 2 ans pour pouvoir créer un centre de traitement de l'épuisement professionnel avec le soutien de notre réseau, sans qu'aucune porte institutionnelle, ministérielle ne s'ouvre. Voilà. Alors, je voudrais imaginer aujourd'hui que la construction de l'ignorance, cette carte rigide qu'on nous impose, va céder la place à la carte du terrain irremplaçable, parce que la solution, on l'a vu aujourd'hui, est souvent dans les 10 mètres autour du poste du salarié, dans ses collègues, dans son quotidien, et que le maillon essentiel, c'est chacun d'entre nous, et qu'il faut qu'il reprenne courage. Et qu'être courageux, c'est de ne pas attendre que l'autre fasse ce qu'il y a à faire, c'est se remémorer sans cesse que l'autre n'a que le pouvoir que vous lui reconnaissez.